Bonjour à vous et bienvenue dans cette quatrième vidéo où nous allons encore une fois parler d'astrologie sidérale. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Patrick Amselem. Bonjour Patrick. Bonjour Marie. Alors Patrick, je vous ai découvert en allant chercher sur Internet parce que, tel que je l'ai déjà expliqué, trouver des astrologues qui pratiquent l'astrologie sidérale, eh bien c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'astrologues sidéralistes. Mais vous êtes non seulement astrologue, mais pas que. Là, si je regarde la page d'accueil de votre site internet, je vois psychothérapeute transpersonnel et superviseur, astrologue sidéraliste et karmique, médium Chanel, énergéticien, coach et enseignant spirituel, formateur en tarologie initiatique. Donc, vous avez plein de cordes à votre arc et vous utilisez l'astrologie dans votre accompagnement thérapeutique. Je vais vous inviter à vous présenter, à présenter un petit peu votre parcours et à nous expliquer finalement comment vous en êtes arrivé à l'astrologie et surtout à l'astrologie sidérale qui sidère bien souvent les personnes qui la rencontrent. Donc, je vous laisse la parole, Patrick, pour nous dévoiler votre histoire. Tout à fait. Alors, on va dire que dans ce parcours, l'astrologie joue toujours un grand rôle. Et donc, à l'origine, en fait, il faut remonter à l'origine de mon adolescence, où au départ, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux disciplines ésotériques. Et à l'époque, il y avait un certain nombre d'ouvrages dans la bibliothèque familiale. Et un des premiers ouvrages que j'avais lu et étudié était un livre sur les lignes de la main, c'est-à-dire la chirologie et la chiromancie, dans lequel d'ailleurs il faut préciser qu'il y avait des références évidemment aux planètes, puisque dans l'étude des mains et des lignes de la main, il y a évidemment des zones, la zone de Mars, la zone de Vénus, et que chaque doigt est associé aux planètes. Donc au départ, c'était déjà une approche un petit peu de la relation des mains et du ciel. Et puis ensuite, j'ai commencé aussi à m'intéresser au tarot de Marseille plus particulièrement, et j'ai commencé à faire des petites consultations, voilà, dans le cadre familial. Et c'est un petit peu plus tard, on va dire vers l'âge de 17, 18 ans, que là a commencé mon intérêt pour l'astrologie classique, donc on va dire tropicale, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas le sidéral. Et là, il y avait deux ouvrages, en tout cas, qui concernaient l'astrologie tropicale et humaniste, qui étaient les ouvrages de Germaine Hollet. Et Germaine Hollet, c'est une des premières astrologues qui a introduit donc l'astrologie humaniste, l'astrologie de Rudyard en France. Et donc, il y avait ces deux ouvrages qui étaient Comment comprendre son horoscope en deux tomes. Et là, c'était quelque chose qui était vraiment assez extraordinaire de découvrir, voilà, qu'est-ce qu'était un horoscope, comment on pouvait le monter, et également le descriptif des différents signes. Donc, pour moi, ça a été déjà quelque chose de vraiment, une ouverture toute particulière. Et c'est là où j'ai commencé un peu à utiliser les thèmes, à monter des thèmes, à découvrir aussi mon thème puisque le but de l'astrologie, c'est aussi se connaître soi-même, c'est le connais-toi toi-même. Mm. D'abord, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, les dieux. Et donc voilà comment ça a commencé. Et là, j'ai commencé effectivement à approfondir pour consulter, toujours consulter un petit peu comme ça, mais jamais dans le but de vouloir m'installer. Ça, c'est venu plus tard. Et c'est alors que un petit peu plus tard, vers l'âge de 22 ans, j'ai eu un accident de voiture assez grave où je me suis, on va dire, décorporé. Je suis parti ailleurs et donc pendant un certain temps, j'étais dans un espace voilà, qui est assez indicible, un espace de lumière, un espace qui est très difficile à décrire. Mais voilà, et donc je suis revenu et heureusement, voilà, je suis toujours là. À partir de ce moment, ça a été assez décisif parce que je dirais que c'est là où a commencé ben voilà, à se développer un certain nombre de perceptions, les perceptions médiumniques dont vous parlez, la perception de l'invisible. Euh,
Mais à l'époque, j'étais toujours pas décidé à voilà, en faire un métier. C'était quelque chose d'important. Et un peu plus tard, voilà, un peu plus tard, on va dire que ça a été la découverte du sidéral. Alors, la découverte du sidéral, elle est venue vers l'âge à peu près de 28-29 ans, où là, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des rencontres, on va dire ce que j'appellerais le collier de perles. Alors, le collier de perles, c'est que des rencontres de différentes personnes qu'on enfile dans notre collier spirituel et qui font qu'on va ben, avancer. C'est vraiment la rencontre, les rencontres qui sont très importantes. Voilà. Et donc, le collier de perles, ben, ça a été plusieurs rencontres avec donc la révélation. C'est vraiment une révélation. C'est vraiment une ouverture avec le sidéral. Notamment, j'avais fait commander mon thème. J'avais vu que dans une abbaye, il y avait des moines qui faisaient des thèmes assez particuliers. Et j'avais commandé mon thème voilà, dans cette abbaye-là. Et je dis, tiens, mais c'est toujours intéressant, parce que je suis toujours intéressé par faire mon thème dans différentes astrologies. J'ai dit, bah, tiens, bah, par rapport à cette astrologie, par rapport à des moines, pourquoi pas voir qu'est-ce qui se passe. Et là, aux surprises, je reçois une analyse très détaillée et effectivement avec une approche que je ne connaissais pas trop, dont j'avais entendu parler, l'approche sidéraliste, et où, évidemment mon ascendant, qui est de manière classique Poisson, devenait Verseau, donc devenait Aquarius, la constellation Aquarius. Donc ce qui change tout, mais qui peut aussi expliquer mon intérêt, ma passion, mon amour pour l'astrologie, puisque les Poissons, les Verseaux sont liés à Uranus, qui est l'astrologie. Voilà. Donc, suite à ça, ben, évidemment, cette analyse était extrêmement précise, extrêmement pertinente et montrait que bien, tout était décalé, hein, ce 25 degrés de décalage dont on parle, tout était décalé. Et là, j'ai commencé sérieusement à me poser des questions et j'avoue que j'ai été pas mal tiraillé. J'étais pas mal tiraillé entre les deux, mais d'autres rencontres m'ont aidé à confirmer le fait qu'effectivement, le sidéral était vraiment le calcul exact. Alors, pour le coup, Et votre soleil, il changeait de signe ou pas? alors, mon soleil, à moi, normalement, il est positionné en cancer, en tropical. Et avec le sidéral, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il se situe à 29 degrés des Gémeaux. Donc, en fait, il y a une partie du Gémeaux qui ne pouvait pas être visible en tropical. Ce qui fait que quand le soleil, on sait que quand le soleil est vers la fin d'une constellation ou même d'un signe, on porte les deux. Donc à 29 degrés des Gémeaux, j'étais en même temps Gémeaux et Cancer, ce qui explique aussi mon intérêt pour plusieurs disciplines et d'ailleurs ma pratique pour plusieurs disciplines, comme vous l'avez dit. Vous voyez, donc ça change effectivement euh, l'interprétation et puis d'autres choses aussi, puisque tout bouge. Donc, euh, ça ouvre tout d'un coup vers quelque chose de différent qui nous ouvre vraiment à ce que l'on est vraiment, Hmm. plus profondément. Et ensuite, d'autres rencontres par des voyages, notamment un voyage en Inde, j'ai fait faire la rencontre d'un astrologue au Rajasthan qui m'avait effectivement confirmé la position de l'ascendant Verseau, et donc, évidemment, la position de Saturne, puisque je suis saturnien, en Verseau et non pas en Poisson, ce qui change complètement la structure, puisque, évidemment, le Saturne en Aquarius est en domicile, ce qui change, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans l'interprétation. Et puis ensuite, une troisième rencontre, voilà, j'avais 203 pour confirmer cette fois-ci en Inde du Sud, à Auroville, la ville de la mer et de Sri Aurobindo. La rencontre avec un astrologue tibétain cette fois-ci, et je ne lui avais pas parlé ni de sidéral, ni de tropical. Et voilà, il me sort évidemment le thème avec le même ascendant,
Verseau, et donc tout ça confirmant que eh bien, cette astrologie sidérale, même si nous l'avons oubliée en Occident, est toujours conservée en Inde, pratiquement le même Ayanamsa, mais avec peu de degrés que l'Ayanamsa enfin, que le point vernal de la NASA, et au Tibet également. Donc il faut savoir qu'il y a toute une partie du monde, quand même, c'est à peu près 50% des astrologues dans le monde qui travaillent en sidéral, chez les astrologues occidentaux. Donc c'est pas rien. Donc c'est important c'est important de le préciser. Voilà. Et donc suite à ces différentes rencontres, avec beaucoup d'hésitation, parce que pendant longtemps j'étais sur les deux, pendant longtemps je naviguais entre les deux en disant, bah oui, mais est-ce qu'il y en a un qui marche, l'autre marche peut-être, jusqu'au moment où, travaillant sur des aspects prévisionnels, j'ai vu que c'était complètement faux, que ce soit en révolution solaire, en révolution lunaire, et là j'ai complètement laissé tomber le tropical pour qu'aujourd'hui j'utilise vraiment 100%, du 100% sidéral, et d'autant plus que je l'utilise, comme vous l'avez précisé aussi, pour l'accompagnement des patients, pour la préparation à la thérapie. Alors pour le coup, parce que quand vous avez commencé à travailler, vous avez commencé comme thérapeute ou comme astrologue et ensuite thérapeute, c'est venu dans quel sens? Au départ, j'avais des consultations tarologiques et astrologiques. Au départ, j'ai surtout consulté avec des thèmes de vie, des révolutions solaires. Et à un moment donné, ben, je me suis dit, mais en fait, l'astrologie, ça sert à quoi? Ben, ça sert à se connaître, mais ça sert aussi à voir quelles peuvent être nos failles, quels peuvent être nos blocages. Et à l'époque, je me suis rendu compte que effectivement, c'est un outil de travail sur soi, mais encore faut-il, à un moment donné, faire le travail. Et je me suis retrouvé à un moment donné, vers l'âge de 30, 32 ans, je me suis dit, bah là, il faut quand même que tu travailles sur toi, parce que c'est bien sûr important de voir ce qu'il y a dans un thème. C'est pour ça que c'est une base de travail absolument énorme et de connaissances absolument énorme. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai commencé à travailler avec différents thérapeutes, j'ai commencé à travailler notamment beaucoup avec les Guattari, avec Patrick Drouot, sur toutes les techniques d'expansion de conscience, de régression mémorielle, parce qu'évidemment, voilà, j'étais aussi intéressé par l'aspect karmique, par l'aspect des vies antérieures. Et puis après, j'ai fait différentes thérapies euh, avec pas mal de personnes. Pour ensuite que mon travail se transforme. Et donc, je ne suis pas à 100% astrologue. J'ai une partie d'astrologie avec des consultations pour des thèmes, euh, pour des révolutions solaires que j'aime pratiquer. Mais j'ai quand même une grande partie d'accompagnement avec la thérapie transpersonnelle. Et c'est sûr que l'astrologie, elle me sert comme base de préparation. Mais donc aujourd'hui, je me partage un petit peu entre les deux. Avant d'en arriver plus spécifiquement à votre pratique, j'aimerais un petit peu qu'on aille explorer, pour vous, quelles sont les différences fondamentales entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Quand vous dites, par exemple, déjà, le tropical, ça marche pas, parce que c'est la question que j'ai posée un petit peu aux autres personnes avec qui j'ai fait des causeries autour de ce fameux zodiaque tropical. Et il y en a qui disent ça marche pas, d'autres qui disent ça peut marcher dans certaines conditions. Vous, vous dites quoi là-dessus? Alors avant, j'étais assez hésitant, mais aujourd'hui, je peux affirmer, je dirais sans problème, enfin pour ma part, depuis plus de 30 ans, 25 ans de pratique, que pour moi, le sidéral, il prévaut. Alors la différence fondamentale, vous l'avez un peu expliqué lors des différentes vidéos précédentes, c'est la différence, c'est que le sidéral est basé sur le ciel stellaire, c'est-à-dire sur le ciel des étoiles et des constellations, qui est en mouvement, parce que comme on sait, l'univers bouge et le ciel bouge, donc tout est en mouvement. Et alors que l'astrologie tropicale, elle est basée sur une série de signes qui restent fixes et qui resteront toujours fixes dans un zodiaque
dit tropical, dit saisonnier. Donc la différence, c'est qu'on utilise les étoiles, hein, les anciens, les Mésopotamiens, qui regardaient le ciel et qui l'étudiaient notamment sur des tours qui s'appelaient des ziggourats, qui étaient des tours entre 3 et 7 étages. Les prêtres, astronomes, astrologues montaient sur ces ziggourats pour y pratiquer des cultes, bien sûr, parce que c'était des théocraties, et aussi pour observer le ciel. Et ils avaient observé qu'effectivement, tout au cours de l'année, le Soleil parcourait les 12 constellations principales. Donc, de par leurs observations, de par leur intelligence, de par leur connaissance extrêmement avancée, ils ont été capables de déterminer effectivement cette course apparente du Soleil dans les différentes constellations. Et voilà, la différence, elle vient qu'on remonte à ses origines et que, évidemment, c'était des prêtres, astronomes, astrologues. Donc, il y avait tout un lien avec des divinités, notamment en Mésopotamie. Il y avait le soleil qui était Shamash, il y avait Marduk qui était Jupiter et qui étaient considérés comme vraiment des dieux. Et d'ailleurs, on peut dire que cette origine mésopotamienne, on sait par certaines recherches qu'elle peut également venir de bien plus loin, puisque les Mésopotamiens nous parlent également dans leurs textes des Anunnaki. Et les Anunnaki, c'était qui? C'était les dieux venus du ciel. Donc les Anunnaki, notamment décrits dans tous les livres de Zecharia Sitchin, qui est un grand spécialiste, nous parle de ces êtres venus du ciel qui auraient apporté cette connaissance sur Terre. Ce qui fait que là, bah voilà, on est dans une autre dimension, on est dans une dimension, voilà, entre guillemets extraterrestre. C'est un petit peu ce que disait Jana Bojilova, où à un moment donné, elle explique que l'astrologie n'est pas seulement le produit de l'observation des hommes, mais que c'est aussi un enseignement, une transmission divine. Vous allez carrément jusqu'à dire que ça pourrait venir d'origine extraterrestre. Oui, des êtres venus du ciel, des êtres qui auraient apporté cette connaissance pour amener une certaine évolution sur Terre. On sait qu'il y a des intelligences extrêmement développées. D'ailleurs, quand j'avais été au Mexique et en Égypte, on m'avait montré justement des représentations, notamment au Mexique, il y a le seigneur Pacal qui arrive sur son vaisseau et on voit bien qu'il tient un vaisseau qui est une sorte de soucoupe volante à moteur. Et donc, il y a des traces en fait de ces êtres-là. Et je dirais que vu la connaissance, vu comment en Mésopotamie ils étaient capables de calculer des cycles à l'œil nu, on se dit qu'il y a quand même quelque chose derrière, puisque voilà, ils utilisaient les 12 constellations parce que le 12 était un chiffre extrêmement important pour eux du point de vue mathématique. C'est une évidence. Et puis, il y avait cette importance de Marduk, Oui, Jupiter. d'ailleurs, là, on parle d'astrologie, mais la présomption qui peut y avoir effectivement des intelligences extraterrestres qui interviennent sur la Terre, on la trouve aussi à travers tous les mystères des pyramides, à travers la civilisation maya. Enfin, quand on explore un petit peu l'histoire, les sagesses ancestrales, il y a toujours cette trace, toujours cette Voilà, histoire. et donc tout à fait, et c'est vraiment très intéressant de lire les livres de Zacharias Sitchin, et également il y a Anton Parks également qui parle de tout ça. Donc il y a vraiment, je trouve que c'est toujours vraiment très intéressant d'un point de vue, quand on parle de ces disciplines, de revenir aux origines. Hein, par exemple, quand moi je fais, bon, je fais tout un enseignement sur le tarot initiatique. Eh bien, j'aime revenir aux origines parce que les détracteurs, la plupart du temps, vont dire bah, d'où ça vient, c'est complètement inventé. Et quand on revient aux sources, aux origines, voilà, en Mésopotamie, on a quand même trouvé, on a quand même trouvé 4000 tablettes. Les 4000 tablettes
des présages du roi Assurbanipal, hein, qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a 4000 tablettes. Et dans ces 4000 tablettes, il y a quand même 70 tablettes, qui s'appellent les tablettes Enuma Anu Enlil, qui décrivent les présages astrologiques. Donc ça ne vient pas de n'importe où. Il y a des traces. Je trouve ça aussi tout à fait fondamental d'aller regarder les origines, l'origine des choses. Et pour faire un petit rebond sur tout à l'heure, vous disiez que votre soleil était finalement à la fin du Gémeaux et donc entre le Gémeaux et le Cancer. S'intéresser à l'origine, c'est le Cancer, ça, non? Oui, le cancer, il peut s'intéresser évidemment à l'histoire. En général, effectivement, ça peut donner des historiens. Et puis, c'est des gens en général qui ont bonne mémoire aussi. Oui, tout à fait, effectivement, le cancer, il a la mémoire du passé aussi, parce que la représentation. Alors, le cancer, en astrologie sidérale, on nomme les constellations dans des noms latins. Le cancer, c'est le crabe. Et le crabe, il marche un peu en avant, puis il marche un peu en arrière. Donc, il s'intéresse évidemment à tout ce qui est passé. Et le Gémeaux, ben, évidemment, il a la curiosité d'aller voir, voilà, tout ce qui peut être, tout ce qui peut nourrir, voilà. C'est quand même intéressant de voir comment cette astrologie sidérale, qui est quelque part un peu l'astrologie des origines, qui prend en compte le mouvement de l'univers, et puis cette astrologie tropicale qui arrive, qui d'un seul coup fiche tout, et qui, je trouve, ressemble beaucoup à notre culture d'aujourd'hui, qui a tendance à fonctionner, à figer les choses, à figer les structures, à fonctionner sur des certitudes, sur des dogmes, sur, enfin, voilà. Et puis d'un seul coup, voilà, cette astrologie sidérale qui est en train de de se dévoiler de nouveau à la face du monde, qui me paraît être une bonne chose parce que quelque part, elle dévoile tout un tas de secrets finalement de l'univers, des cycles de la vie. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement secret. C'est pour ça qu'elle n'est pas, elle est en même temps dévoilée par des sidéralistes, par des personnes qui parlent, ou, voilà, aujourd'hui, par exemple, dans cette série d'émissions. Mais en réalité, peut-être que les gens ne sont pas totalement encore prêts, parce qu'on dit que l'astrologie sidérale, c'est l'astrologie du Verseau. Euh, Pourquoi? Parce qu'actuellement, on est à peu près à 4 degrés des poissons. On n'est pas encore, évidemment, dans l'ère du Verseau. Mais quand on sera dans l'ère du Verseau, euh, c'est-à-dire vers 2370 à peu près, là, quand les gens seront du signe du Bélier, ça sera complètement décalé parce qu'en réalité, on sera en Verseau. Donc l'idée, c'est que les gens ne sont pas totalement prêts parce que quelque part, déjà se reconnaître soi-même, reconnaître son thème, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que c'est comprendre qu'est-ce qu'on vient faire ici, c'est comprendre quel est notre programme de vie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est pas du hasard. Mais quand on va remarquer, et c'est là qu'il y a quelque chose à pointer, que les thèmes de révolution solaire, que les thèmes de révolution lunaire sont exacts, ça veut dire qu'il y a non seulement un portrait qui est psychologique, où on va se reconnaître, mais il y a aussi des cycles, et il y a aussi des événements extrêmement précis. Parce que l'astrologie, elle est interne, c'est-à-dire qu'elle concerne la connaissance de soi, mais elle est aussi externe, elle concerne les événements. Or, effectivement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont complètement libres, alors qu'en réalité, il y a quand même ces éléments astrologiques. Et donc, quand on reste en tropical, ça peut arranger un certain nombre de personnes parce que ça peut rester, bon, ben, c'est bien, c'est à peu près ça, c'est à peu près flou. Bon, ben, les prévisions n'ont pas été très exactes. Et donc, ça peut aussi arranger. Voilà. Mais si on rentre vraiment dans la précision du cinéral, alors là, c'est une précision laser. Et effectivement, là, on peut plus tricher, quoi. Donc voilà, moi, ce que je pense, c'est qu'on est en préparation, comme on est en préparation de l'ère du Verseau, euh,
mais que pour les personnes prêtes, elles sont prêtes à entendre ce discours et déjà à changer, parce que changer, c'est faire preuve d'une grande humilité. Vous disiez qu'en France, on est un peu dans des choses fixes. Ben oui, on n'aime pas trop changer. Si on est du signe du lion, on n'a pas envie de devenir cancer. Si on est du bélier, on n'a pas envie de devenir poisson. On n'aime pas trop ça. Et pourtant, c'est voir vraiment la réalité de ce qui est. Donc, je pense qu'on est en préparation, on est en préparation de beaucoup de choses et que c'est important qu'il y ait des personnes voilà, qui donnent cette vérité astronomique, puisque les prêtres, n'oublions pas les prêtres Mésopotamie, la Mésopotamie, c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau de l'astrologie, étaient des prêtres astronomes et astrologues. Ils étaient astronomes et astrologues. Donc le calcul astronomique correspondait aux interprétations astrologiques. Ça, c'est très important de le dire, parce que souvent, on va dire, bah oui, l'astrologie tropicale, en fait, bah oui, mais ça ne correspond pas aux positions astronomiques. Et donc là est le problème, et c'est de là où vient ce manque de crédibilité par rapport à notre astrologie tropicale. Et les prêtres et puis aussi les médecins en fait, toute personne qui s'intéressait à la vie, au vivant en fait, s'intéressait forcément à ce qui se passe dans le ciel parce que ça fait pleinement partie de nous, enfin ce qui se passe dans le ciel ou plutôt à l'interaction parce que c'est ça l'idée, hein, c'est de comprendre en fait que tout est relié et que finalement cette astrologie c'est une sorte de langage qui nous permet de mettre du sens à la vie déjà, puis à tout un tas de choses. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose que vous disiez précédemment, parce que finalement, le fait de voir la réalité en face, comme nous le propose le sidéral, c'est pas du tout confortable. Ça nous demande de sortir de notre zone de connu. Et donc du coup de confort, voilà. Mais de la même façon, il y a cette histoire de libre arbitre. Et je me souviens, on en avait discuté la première fois qu'on avait Oui. échangé ensemble. Puis là, vous venez de le dire aussi un petit peu, c'est qu'en fait, l'être humain aime penser qu'il a un libre arbitre. Mais en fait, est-ce qu'il a vraiment un libre arbitre quelque part? Là, c'est une question qui est assez épineuse, puisque quand on va regarder le sidéral, quand on va regarder le portrait astrologique d'une personne extrêmement précise et non plus dans l'à peu près du tropical, déjà on va se dire, tiens, quand on vient à la naissance, au moment où on prend notre première inspiration, parce que c'est là où c'est très important, au moment où je prends ma première inspiration, le ciel va s'imprimer dans ce qu'on appelle le corps astral. Corps astral, corps astrologique. C'est-à-dire le ciel va s'imprimer dans notre corps astral et à ce moment-là, le programme astrologique va être mis en route à l'intérieur, parce que les positions des planètes, quand elles bougent avec les transits, elles bougent dans le ciel et elles ont une correspondance avec notre corps astral, où sont situées, évidemment, où sont situées ces impressions. Alors, la question du libre arbitre, déjà sur le plan du portrait astrologique, c'est assez délicat de dire qu'il y a vraiment un libre arbitre. Alors après, c'est quand on commence à voir qu'il y a des événements, moi quand j'ai découvert en faisant de l'astrologie lunaire qu'il y avait des événements au mois près, j'ai dit mais c'est pas possible qu'il y ait, il y ait les 12 mois lunaires, il y a les 12 mois lunaires et les 12 révolutions lunaires nous indiquent. Donc je me suis dit, le libre arbitre, il est dans notre capacité à accepter ce que l'on a de notre vie, et il est dans notre capacité à pouvoir nous transformer, à pouvoir évoluer avec ce qu'on a. Donc sur le plan des événements, c'est extrêmement délicat, parce que quand on étudie, on se dit, mais vraiment, il y a des choses... moi, je me rappelle que dans mon mois lunaire, il y avait des rencontres particulières avec plusieurs personnes en même temps à l'étranger et que c'était marqué lors d'un mois d'août 1998. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible que ça soit indiqué. Donc, après, c'est évidemment une question qu'on laisse chacun y réfléchir. Mais plus on se rapproche de cette astrologie sidérale,
et plus le libre arbitre, il va consister en tout cas, à prendre conscience des choses, à travailler sur soi, de manière à optimiser notre thème, c'est-à-dire on a ce thème, on a cette configuration, on a cette hérédité, on a ses parents, on a ce qu'on va vivre, et puis après, ben, ça va consister à comment je vais optimiser. C'est pour ça que moi, je l'utilise en accompagnement thérapeutique pour essayer de trouver le meilleur moyen, la meilleure thérapie de travailler avec des personnes et de combiner des outils de manière à ce que ce soit le plus optimal possible, parce qu'il y a des thérapies qui ne conviennent pas à des personnes, donc Mm. ça m'aide à accompagner au plus près pour que les gens, en fait, optimisent son thème. On ne peut pas changer son thème, mais on peut l'optimiser, on peut en faire la meilleure version, faire la meilleure version de soi-même. Et puis seulement à un certain niveau, on va dire à un certain niveau on va dire des maîtres, des êtres réalisés, on peut, certains maîtres réalisés ont la capacité de dépasser leur thème, mais là, voilà, c'est encore un autre niveau de conscience. Donc, Je pense notamment, pardon, je pense juste à Yogananda et à son maître Swami Sri Yukteswar. Et quand Yogananda, c'est un grand enseignant spirituel qui a enseigné plus de 20 000 personnes au Kriya Yoga aux États-Unis, et il devait se marier, il devait avoir des enfants. Alors il dit voir son maître, il dit, mais dans mon thème, je devais me marier, avoir des enfants. Et le maître lui dit, laisse tomber, j'ai changé le thème. Donc maintenant, tu vas enseigner. Donc c'est très, ça vous montre le niveau, bon, quand même, le niveau spirituel. Il dit, j'ai changé le karma, donc il n'y a pas de problème, tu peux enseigner. Voilà. Donc, mais là, on est dans des niveaux supérieurs. Voilà. ouais. Mais ceci dit, parce que quand même, je veux dire, le thème astrologique, il va être lu par un humain, donc du coup, il va être aussi passé à travers des filtres. Et c'est vrai que bon, l'astrologie, c'est une sorte de langage qui va nous donner, je dirais, un potentiel de vie et qui va nous donner aussi la compréhension de quel type d'événement on va rencontrer finalement dans notre vie, toujours dans la perspective de notre évolution, de notre bonification. Mais Absolument. on a toujours le choix finalement, face à ces événements, de résister ou d'accompagner pour vivre une métamorphose en fait. Voilà, ça me fait penser à une personne que j'avais reçue. Oui, effectivement, on peut résister. Et cette personne, bon, c'était une révolution solaire, d'ailleurs, en sidéral. Et donc, cette personne, voilà, me disait, c'est bizarre, dans ma phase professionnelle, dans ma situation professionnelle, les choses bloquent. Je voudrais faire des contrats, je voudrais me lancer. Et ça bloquait. Donc il était assez nerveux, il voulait que ça avance vite. Et donc effectivement, constatant la révolution solaire, constatant les pôles socio-professionnels, c'est-à-dire les trois secteurs socio-professionnels, la maison 2, la maison 6, la maison 10, et les reliant entre elles, on pouvait voir que tout était vraiment extrêmement bloqué, verrouillé. Et donc, moi, en général, comme je dis les choses, puisque je suis là pour que les gens avancent et pour pas leur raconter des rêves illusoires, eh bien, je lui dis, mais voilà, dans cette année sidérale, dans cette année de révolution, là, vous êtes vraiment dans quelque chose de difficile et voilà, ça va se présenter comme ça, les astres, les étoiles se présentent comme ça. Donc, il était extrêmement vexé. Il dit, ce sera à partir de votre prochaine date anniversaire, la prochaine révolution solaire, hein, puisque la révolution solaire, elle arrive à la date anniversaire, que les choses vont se débloquer. Alors évidemment, il fallait attendre un an et c'était absolument insupportable. Donc, il est parti presque en claquant la porte. Et après, revenant, il me dit, bah oui, vous aviez raison. C'est pas le fait que d'avoir raison, c'était pas pour moi, c'est simplement pour l'aider. Et que cette période était une période plus pour patienter. Et donc, effectivement, on a le choix de réagir, euh, voilà, émotionnellement. Et donc là,
L'astrologie, quand elle est bien interprétée, quand elle est interprétée intelligemment, quand elle est interprétée de manière sidérale, en tout cas pour ma part, elle va permettre de donner aussi de bons conseils. Donc ça peut être important d'avoir, comme vous le dites, effectivement, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui interprète et qui fait au mieux en essayant de ne pas transformer pour plaire, parce que Ça peut être un peu complexe parce que finalement, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, moi, je trouve que l'astrologie, finalement, elle nous apprend à co-créer avec la vie. Parce qu'elle nous apprend finalement que la vie, elle a des cycles et que nous sommes la vie nous traverse et que donc du coup, nous sommes aussi soumis à ces cycles et que l'astrologie, elle nous permet d'avoir une lecture de ces cycles. Et comme vous dites, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où on voudrait que ça avance et puis bah, là, l'astrologue, il va nous dire, bah oui, mais là, en fait, peut-être il y a un travail plus intérieur à faire, il y a un travail, voilà, introspectif, de patience, les choses vont débloquer, mais là, voilà, on est dans la gestation de quelque chose. Voilà, ça peut être très frustrant, mais ça fait partie des processus vitaux. Mais après aussi, il y a aussi, moi, j'ai souvent eu des témoignages de personnes qui disent, mais moi, il y a des astrologues qui m'ont interprété tel aspect de mon thème de façon très négative, avec des choses très fermées. Vous n'aurez jamais d'enfant, vous êtes condamné à vivre seul toute votre vie, enfin voilà. Et puis des fois, je suis assez aussi étonnée de voir comment on peut interpréter des aspects d'un thème de façon très négative. Et moi, j'ai un peu tendance à voir toujours le bon côté des choses et je vais toujours tourner le truc d'une autre façon en fait. Et en fait, on a tous notre propre vision, notre propre perception, notre propre interprétation du langage, de ce langage ésotérique. Euh, et donc, finalement, ce langage, c'est quand même un langage qui doit rester ouvert, qui doit, enfin, oui, il doit rester ouvert, d'autant plus que s'il y a des carrés, s'il y a des oppositions, des quinconces, donc des aspects difficiles, ils sont là pour nous faire évoluer, puisque tout est un processus d'évolution. Ça veut dire que l'épreuve, ce qu'on va traverser, par exemple pour cet homme extrêmement impatient, extrêmement dominateur, il ne supportait pas que quelque chose soit au-dessus de sa volonté. Et c'est effectivement ce qu'il avait à travailler, c'est-à-dire une forme de souplesse, une forme d'adaptabilité. Donc bien évidemment, le thème astrologique n'est pas quelque chose qui doit enfermer, mais bien au contraire, doit permettre à amener la personne vers qui elle est le plus possible pour qu'elle puisse se réaliser. Parce qu'en réalité, le thème, on va dire, n'est qu'un vortex qui va nous permettre de nous exprimer et de nous réaliser sur Terre dans notre mission pour rayonner ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire, c'est ce que dit Dieu à Abraham dans l'Ancien Testament. Il lui dit les races, qui veut dire va vers toi. Alors, quand il dit va vers toi, c'est va vers qui tu es en tant que personne pour que tu puisses rayonner le mieux ta partie divine, c'est-à-dire ta lumière, en fait. Donc, si une personne est parfaitement à sa place, même si elle est dans un travail, pourquoi pas administratif ou créatif ou ce qu'on veut, et qu'elle est parfaitement heureuse. Donc le thème lui permet de trouver vraiment sa place euh, et va lui permettre de rayonner. Donc en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, ça permet de trouver sa place, mais que l'épreuve, la difficulté ne doit pas être une punition en disant, regardez, vous avez ça, vous avez tel aspect, c'est parce que vous avez un mauvais karma, que vous avez fait des choses qui ne sont pas correctes dans des vies antérieures, on va charger de culpabilité. Non, le but, c'est d'être honnête, d'indiquer ce que sont les aspects pour aider, je dirais, pour que ce soit un tremplin, alors ça dépend des personnes, vers le travail sur soi, si c'est possible, vers un travail d'évolution, vers un travail de rayonnement. Donc bien sûr, mais
il faut parfois dire les choses telles qu'elles sont aussi parce que ça permet de prendre conscience de là où on en est. Et je crois qu'il faut pas avoir toujours la langue de bois. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant tout ça parce que finalement, on est aujourd'hui quand même dans une société, une culture on prend, on jette, voilà. On est en capacité aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, la médecine, les nouvelles sciences, tout ça, à changer des organes, à changer de sexe maintenant. Hein, on est dans le trans, voilà. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et qui vous disent, moi, mon thème, il me plaît pas, j'ai besoin d'en changer. Il faut que vous me passiez un thème astrologique sur mesure. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui me disait, mais moi, mon thème, là, il me plaît pas, j'en veux un autre. Et oui, et oui, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement gênant, puisque le thème, c'est ce qui révèle la mission de vie, le programme entre guillemets de l'âme, le programme choisi par l'âme pour évoluer. Donc on va changer parce qu'évidemment, ça ne nous plaît pas, mais on va changer surtout pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vraiment faire un travail, on ne veut pas vraiment faire un travail approfondi, comme il se doit, un travail avec un grand T. Les gens, oui, je veux travailler, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait un petit stage. Comme disait Michel Cazenave, spécialiste de Jung sur France Culture, il disait que les gens faisaient des stages et puis quand, en un week-end, ils apprenaient à parler aux arbres, quoi. On leur promettait de parler aux arbres. Voilà. Donc ça veut dire tout ça qu'effectivement, on est dans quelque chose de très superficiel, mais il faut savoir qu'on est aussi dans l'ère des faux prophètes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont prophétiser des choses, qui vont dire des choses. Et c'est là où le discernement est très important, de voir que qu'est-ce que disent les personnes, qu'est-ce qu'elles racontent et qu'est-ce qu'elles rayonnent, c'est-à-dire comment elles sont. Donc il faut être extrêmement vigilant, euh, mais effectivement, on ne va pas pouvoir changer de thème, donc sauf si on est disciple d'un très grand maître, comme j'ai dit, et que le maître décide de changer une partie du thème, mais ça c'est réservé vraiment à quelques personnes. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant pour ma part, c'est comment accueillir son thème, comment voir quels sont les atouts, quelles sont les faiblesses, et surtout comment mieux le vivre, comment l'optimiser. Mais comme je dis tout à l'heure, ça demande de l'humilité et ça demande du temps. Et aujourd'hui, on n'aime pas le temps, il faut que ça aille vite. C'est Donc vite, clair. changez-moi mon thème, vite, en deux Et, minutes, faites-moi une thérapie, comme une personne m'appelait. Ah, c'est combien de séances? Ah, je croyais que c'était une séance. Ben, je lui dis, écoutez, moi, je ne sais pas faire de miracle, adressez-vous à Jésus. Et j'ai raccroché. Voilà, donc voilà, c'est l'immédiateté, c'est l'air de, voilà, on prend, on jette. Et bon, heureusement qu'il n'y a pas que ça, mais c'est Non, mais vrai qu'on est... il y a beaucoup ça, et il y a effectivement, on est dans une culture de l'urgence, et justement, l'astrologie, elle vient nous reposer cette question du temps, de la temporalité, que la gestation, le vide, cet espace de vide est nécessaire à la métamorphose, est nécessaire à la vie, à l'émergence de la vie, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et de la même façon, les gens sont dans le rejet de l'humilité, parce qu'en fait, souvent, il y a une confusion, parce qu'il y a on est dans une culture de grande confusion, mais l'humilité est confondue avec la soumission souvent. Alors qu'en fait, l'humilité, c'est quelque... Enfin, moi, je vois bien dans le chemin de vie, ça a vraiment été un apprentissage. Mais encore dernièrement, j'ai eu des leçons de vie assez cinglantes où j'en reviens toujours à cette humilité, quoi. C'est apprendre à servir la vie. J'aime bien, il y a un petit jeu de mots hein, derrière apprendre à servir et non à asservir Ouais. la Et, vie. et effectivement, l'incarnation, la vie, notre vie est une initiation spirituelle. Et en fait, ce sont dans les événements du quotidien qu'on va voir où on en est par rapport à notre évolution. Et donc, tout est propice à un émerveillement, tout est propice à un apprentissage. D'autant plus que quand on commence à étudier l'astrologie, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de tellement vaste qu'on ne sait rien du tout, quoi, en fait. On apprend, on découvre.
il y a les constellations, il y a les astéroïdes, il y a les étoiles fixes, il y a tout ce qu'on ne sait pas, il y a encore toutes les planètes qui sont à découvrir. Donc tout ça, ça met dans l'humilité qu'on progresse. Voilà, et que celui qui sait, il va être un peu comme Ptolémée au deuxième siècle après Jésus-Christ, qui connaissait la précession des équinoxes, c'est-à-dire qui connaissait très bien le système de la précession des équinoxes, mais qui a préféré donner la primauté à la Terre en disant, bah oui, mais là, on est sur Terre, on est dans l'hémisphère nord, donc le zodiaque, c'est le zodiaque saisonnier, et puis les Grecs, ils se sentaient plus, hein, se sentaient un peu au centre du monde. Voilà. Et à l'époque, les deux zodiaques, sidéral et tropical, ils coïncidaient. Mais ils connaissaient la précession des équinoxes. Donc, ils savaient qu'il y avait ce mouvement de rétrogradation, comme ça, du point vernal. Euh, et puis, depuis, voilà, on s'est calqué sur ce système des signes. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, enfin, en France, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile de changer la mentalité. Bah, Alors que pardon, chez les anglo-saxons, on voit que quand même 50% des astrologues sont sidéralistes. On a Cyril Fagan et Bradley qui, dans les années 50, sont des anglo-saxons qui ont remis au goût du jour l'astrologie sidérale. Voilà, avec le point vernal de la NASA. Donc ici, c'est vrai qu'il y a un conservatisme, mais qui est actuellement en train de prendre l'eau, puisqu'on est très précisément en ce moment dans un carré. Alors, il y a Jupiter, carré Saturne, Jupiter en taureau, et donc toutes les valeurs matérielles sont très, très bloquées à un niveau mondial. Donc, on a ce carré Jupiter par Saturne qui nous bloque, et donc c'est par les événements, par les planètes, par ce qui va arriver que on va être progressivement dans ce que, comment il s'appelle, je ne sais plus son nom, enfin, dans ce que Annick de Souzenel appelle le grand retournement, c'est-à-dire un grand retournement des valeurs spirituelles, euh, voilà, qui est en train d'arriver. Le oui, grand retournement. oui, Pas oui, le oui. grand, non, le grand retournement. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je dirais que tout ce qui est dévoilé actuellement, toutes ces horreurs qui se déroulent sur Terre et qui nous pètent à la gueule, je dirais. Voilà, et donc face à ces événements, on a toujours le choix. Et c'est là où je dis qu'il y a quand même un libre arbitre, c'est-à-dire que face à l'horreur, on a le choix de soit, comment dire, je veux pas voir, je m'enferme dans l'ignorance et je reste petit et je me replie sur moi dans la peur et dans la protection, hein. Soit j'essaye de voir en quoi je suis co-responsable de ça, en quoi ça vient me parler de moi aussi, en quoi je peux, je dirais, libérer ma puissance créatrice pour faire face à cela, enfin participer être un acteur de changement, participer à l'évolution du monde. Enfin, on a toujours un petit peu oui, ce choix en fait par rapport à ce que la vie nous amène. Oui, le choix, de toute façon, il va être très simple. Soit on se laisse engloutir par tout ce qu'on voit et par toutes les souffrances et par toute la destruction qui amène quelque chose de nouveau, mais progressivement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ère du Verseau, c'est une ère uranienne et saturnienne. Uranus a quand même été redécouvert ou découvert pendant la Révolution française. Donc la Révolution française, c'est pas rien. Saturne, c'est une planète extrêmement sévère. Donc l'ère du Verseau n'est pas que l'ère humaniste qu'on décrit, ça va être une ère de grand chamboulement. Et donc, évidemment, on a le choix, évidemment, soit on se laisse engloutir, soit on rentre dans une aura, on va dire, du troisième chakra, c'est-à-dire une aura martienne, guerrière, soit le choix ben, qui nous est donné, c'est de travailler sur nous-mêmes
d'essayer de faire au mieux, d'essayer de progresser sur notre chemin, euh, donner de belles informations, essayer de transmettre de belles informations pour qu'on puisse rayonner et que de plus en plus de personnes puissent être sur ce chemin de manière à contrebalancer. Et le choix de la lumière intérieure, c'est aussi le choix du travail sur soi, parce que pour accéder justement à cette pleine révélation, comme le dit le mot apocalypse, apocalypse, c'est révélation, la révélation de qui nous sommes, eh bien, on a quand même besoin, ça c'est important de le dire, de travailler sur toute la dimension, toute la dimension psychologique, toute la dimension de souffrance de l'ego, de manière à apaiser, à régler un certain nombre de choses pour que cette lumière, cette participation au monde puisse vraiment se faire parce qu'on n'aura pas le choix dans ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, on le voit. C'est Hmm. notre seule marge de manœuvre. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, vous, Patrick, vous faites de l'astrologie karmique. Vous avez étudié l'astrologie indienne. Vous utilisez les demeures lunaires. Alors, j'ai commencé effectivement sur les demeures lunaires, c'est-à-dire les nakshatras, les positions des 27 demeures lunaires, parce que ça donne des informations extrêmement précises. Alors, d'autant plus si ces demeures sont en sidéral, parce que ça n'a pas valeur, si c'est en tropical, parce que c'est faux. Et donc, effectivement, les demeures lunaires nous donnent encore plus de précision et on peut tout à fait passer un bon nombre de temps à décrire. En une demeure lunaire, on a déjà un descriptif extrêmement précis parce que avant que l'astrologie soit solaire, elle était lunaire, c'est-à-dire elle était liée à la Lune, elle était liée à la femme et aussi à toute l'époque dont on parlait des déesses mères, c'est-à-dire c'était les femmes qui étaient à l'origine de beaucoup de choses. Et donc oui, je l'utilise en complément parce que c'est quelque chose, voilà, je ne suis pas spécialiste, mais je commence à l'intégrer progressivement dans mon approche parce que c'est quelque chose parce que c'est un plus. Hmm. Voilà. Et que les demeures lunaires sont aussi liées aux divinités. Par exemple, la première demeure lunaire, qui est Ashvini, est liée au Ashvini Kumara, c'est-à-dire les chevaux du soleil, en fait. Voilà. Donc la demeure Ashvini, ce sont des gens qui sont extrêmement puissants, qui peuvent diriger, qui peuvent être guérisseurs, etc. Et qui commencent évidemment le côté leader qui est dans la première partie du bélier. Et donc, c'est divisé comme ça, en différentes parties. Et voilà, c'est un élément. Et puis, il y a aussi ce qui est très intéressant dans l'astrologie indienne, sont les dashas, sont les grandes périodes de vie. Donc, on voit que là aussi, il y a des découpages de grandes périodes de vie, euh, de Saturne, de Mercure, de Vénus, qui nous donnent la teneur. Donc, c'est un plus aussi dans les prévisions. Voilà, donc tout ça est très riche. Et je crois qu'il faut rester curieux, il faut rester ouvert et voir qu'est-ce qu'on va nous amener. Parce qu'en fait, c'est ça, ce dont on disait tout à l'heure, la vie est une initiation, on va nous amener des choses. On va nous amener peut-être des personnes, on va nous amener. Ça, c'est le côté plutôt aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on va attirer selon notre fréquence vibratoire? Qu'est-ce qu'on va attirer? Quelle personne on va attirer? Qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, ça c'est très intéressant. Et l'astrologie, évidemment, c'est quelque chose d'infini, quoi. C'est quelque chose, quand on regarde le ciel. Alors, il y a une chose que qu'un de mes enseignants disait, il disait on est capable de voir le ciel, on est capable d'avoir maintenant le télescope Hubble qui prend des photos absolument extraordinaires du ciel, d'une précision des planètes. On a des photos de Mars, on a des photos de Saturne, c'est extraordinaire. Donc on sait regarder le ciel, on sait euh,
envoyer des sondes, etc., dans l'espace, mais la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Et ça, c'est quand même, on sait, ben voilà, on est là, on est comme ça, on est tel quelqu'un, une personne, voilà, un peu errante. Et c'est là où l'astrologie entre en compte, puisqu'elle va nous dévoiler, elle va nous révéler bien qu'est-ce qu'on vient faire ici, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette incarnation, euh, et qu'est-ce qu'on vient comprendre, et qu'est-ce qu'on vient apprendre, et qu'est-ce qu'on vient développer, et qu'est-ce qu'on vient ouvrir comme porte. C'est pour ça que voilà, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on vient faire. Et souvent la question des gens est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je viens faire là? Eh bien, l'éclairage de l'astrologie sidérale permet en tout cas de répondre, euh, d'autant plus que on peut avoir aussi, alors là c'est dans l'astrologie karmique, une vision plus élargie si on considère l'astrologie karmique, le karma, la réincarnation, comme l'utilise, comme le pense évidemment l'analyse de l'astrologie indienne. Parce que l'astrologie indienne diffère de l'astrologie mésopotamienne parce qu'elle inclut cette dimension du voyage de l'âme au travers de différentes incarnations. Parce qu'on peut faire du sidéral sans nécessairement utiliser du karmique. Oui, oui, tout à fait. Mais dans l'astrologie karmique, donc, il y a tout un tas de points d'approche qui sont utilisés, qui sont spécifiques. Et en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle l'axe du dragon, hein, qui va être défini par 2 points. Alors, c'est vrai que quand on utilise cet axe du dragon en astrologie tropicale, ben, souvent, ça va pas tomber dans les mêmes signes. Donc, du coup, ça vient nous raconter un mensonge, hein. Notre culture, notre éducation a quand même l'art et la manière de fabriquer un faux moi. Donc, on passe une première partie de notre vie à nous construire dans un faux moi et la deuxième partie à déconstruire et à retrouver le faux moi. Mais si on s'aide de l'astrologie tropicale, ça va pas beaucoup nous aider parce que quelque part, ça nous oriente pas forcément dans une vraie direction. Donc, en sidéral, cet axe du dragon fait partie des points qui vont nous permettre de mieux comprendre notre projet de vie et ce qu'on vient faire ici. Oui, il y a l'axe des nœuds lunaires, il y a la position de la lune noire, il y a aussi les aspects aussi, parce qu'on est avec certains aspects, des carrés, des oppositions. Aussi, on est avec des capacités, des dons. Donc, quelque part, on va pouvoir essayer de regarder. Et puis l'ensemble du thème, on va dire que l'ensemble du thème peut nous indiquer ben, d'où on vient et puis surtout qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on vient développer. Mais simplement, je pensais à une personne qui était venue faire son thème et dans son thème, elle avait vraiment des aptitudes bon, des aptitudes médiumniques, des aptitudes, on va dire, totalement poisson. Et dans le thème classique, on va dire, elle avait tout un amas de planètes en bélier. Alors, elle n'était absolument pas ni sportif, ni leader, ni chef, mais elle avait des perceptions, voilà. Et donc, elle se demandait, cette personne, si vraiment, alors, des perceptions comme ça qui étaient innées parce qu'elle voyait des choses, elle était capable de voir, elle était capable de donner des informations voilà, sur ce qui se passait, sur ce qui allait se passer. Et donc, le problème, c'est qu'on lui calquait un profil totalement bélier, totalement martien. Et là, voilà, simplement en remettant dans l'axe sidéral, ben, ça lui permettait de retrouver. Et comme elle avait un nœud sud, donc non, elle avait un nœud nord, pardon, son nœud nord était en poisson, eh bien, elle avait complètement à ouvrir, et le nœud sud en vierge, donc pour donner une idée, elle avait complètement à ouvrir justement tout ce secteur-là. Mais ce n'était pas possible parce qu'on lui avait dit, mais non, mais vous êtes bélier, il faut que vous fassiez ceci, ceci, cela. Donc, voilà, ça permet de redonner vraiment la position, et surtout avec ce nœud nord et ce nœud sud, qui rappelle aussi le travail qui est à faire, donc développer ses perceptions, son intuition, laisser l'âme s'exprimer. Et alors qu'en Vierge, effectivement, il y avait ce Mercure, il y avait
cette réflexion, il y avait ce mental qui ne laissait pas vraiment ouvrir tout ça. Donc, si l'axe n'est pas exact, si le positionnement n'est pas exact, eh bien, ça change complètement l'interprétation, puisque le nœud nord se retrouvait effectivement en bélier et pas en poisson. Ce qui change, voilà, ce qui change la direction. Et donc, effectivement, les nœuds lunaires sont importants. L'ensemble du thème, et évidemment, bon, moi, j'utilise aussi cette astrologie parce qu'elle donne du sens au pourquoi, aussi au pourquoi nous arrivons avec cette distribution-là, pourquoi nous arrivons avec cette distribution de cartes et pas une autre. Et donc là, on entre effectivement dans cette compréhension que peut-être ben, nous n'avons pas eu qu'une seule existence et que nous avons à comprendre des choses pour évoluer, à comprendre et non pas à punir, parce que ça, c'est très grave de dire ça, ça rajoute, comme je disais, de la culpabilité. À comprendre, à évoluer. Et un des ouvrages qui m'avait beaucoup ouvert l'esprit, c'était l'Astrologie karmique de Dorothée Koechlin de Bismont, qui était un ouvrage très intéressant. Je l'ai, ouais, je l'ai. Voilà, bon, voilà, qui est intéressant parce qu'elle parle justement du sidéral et elle parle du décalage. Et donc, voilà, ça doit dater, je crois, des années 90, 95, je ne sais plus, mais en tout cas, elle parlait du sidéral et du karmique. Euh, voilà, donc tout ça nous montre il faut être curieux et il faut savoir remettre en question aussi les choses. Voilà, c'est le principe de celui qui veut avancer et de pouvoir avoir aussi un esprit critique, ne pas tout gober, y C'est compris ça. en astrologie, y compris dans ces domaines. Voilà. Développer son discernement. Alors, pour terminer cette émission, j'avais envie que vous nous parliez un petit peu, parce que je trouve ça vraiment génial, cette façon que vous avez d'utiliser l'astrologie, c'est-à-dire que quand vous êtes thérapeute, eh bien, vous allez, en montant le thème de la personne, voir finalement quels sont les outils qui vont plus lui convenir. Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai développé moi-même, je dirais, c'est-à-dire de regarder, alors si la personne est d'accord, j'ai créé un certain nombre de bilans, ça s'appelle des bilans pré-thérapeutiques, pour pouvoir regarder, au fond, on a une personne qui vient, euh, au lieu de dire, bah, tiens, j'ai ma méthode, je vais lui proposer ça, qu'est-ce que je pourrais lui proposer au mieux, de manière à adapter ce qui lui conviendrait. Parce que pour moi, le travail thérapeutique, il concerne plusieurs tranches, il concerne plusieurs niveaux. Il y a le travail sur le corps, il y a le travail euh, en énergétique, il y a le travail émotionnel, il y a le travail psychique aussi avec les rêves, et il y a le travail spirituel. Donc on va dire que souvent, quand je reçois des gens qui ont fait tout un parcours et on voit qu'ils n'ont peut-être pas travaillé là où il faudrait. C'est pas prétentieux, c'est juste de dire, tiens, là, il y a tel aspect que vous n'avez peut-être pas vraiment vu. Et donc, en faisant le thème, on va voir quelle est la personne que j'ai devant moi. Alors, il y a des gens qui sont capables vraiment d'être, par exemple, très, très analytiques. Si j'ai des gens qui ont un Mercure en scorpion, qui ont un scorpion fort, ils vont être capables d'analyser, ils vont être capables d'introspecter, ils vont être capables, voilà, par exemple, il va leur falloir une thérapie, voilà, où ils vont pouvoir élaborer, comme on dit. Et puis d'autres, pas du tout. Par exemple, il y a des gens qui ont des éléments terre, des éléments Taurus, des éléments basiques. Et là, on va falloir trouver une méthode peut-être plus sur le corps ou des combinaisons. Et c'est ça qui est très intéressant, ce qu'on appelle le travail intégratif, c'est comment on va intégrer. Mais il est évident qu'il y a une partie qui n'est pas souvent explorée. C'est toute une partie justement des corps d'énergie, des engrammes, de ce qui bloque dans les corps d'énergie. Et donc voilà. Donc si la personne est d'accord, je prépare son thème, on regarde ensemble.
Et puis, voilà, on va adapter l'accompagnement selon ce qui se présente. Euh, voilà, c'est quelque chose de très riche et surtout, ça peut éviter de perdre du temps avec des outils qui vont, par exemple, il y a des gens, on ne peut absolument pas les mettre dans des états d'ouverture de conscience, dans des états d'expansion de conscience, parce qu'ils ont un mental très très fort. Un mental très très fort. Et donc, on va voir s'il y a dans le thème des subtilités intuitives ou pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Ou il y a des gens qui ont une telle sensibilité. On pensait à une personne qui est tellement, tellement, tellement sensible qu'en fait, là, on n'a même pas besoin de rien faire, juste par la parole, juste par un mot, juste par le verbe, eh bien, ça modifie son champ tellement, elle est tellement hyper, 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 hyper sensible. Et donc, voilà, c'est ça qui fait la richesse. C'est aussi une façon de considérer la personne telle qu'elle est, non pas en tant que personne, seulement en tant que corps, mais en tant que qu'est-ce que cette âme qui vient là, qu'est-ce qu'elle vient me demander par rapport à son programme et par rapport à qui elle est. Et en ce sens, euh, pour moi, le sidéral prend vraiment tout son sens et c'est toujours une découverte, c'était toujours quelque chose d'extraordinaire. Et toujours, chaque fois que je fais un thème, c'est toujours, toujours aussi merveilleux. Donc voilà. En résumé, parce qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus, sur la thérapie transpersonnelle, et ça, c'est. Voilà. Bah, pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être le sujet d'une prochaine émission. Voilà, avec plaisir aussi. Ok, D'accord. merci Patrick. Qu'est-ce que Merci. vous auriez envie de dire pour terminer cette émission? Eh bien, peut-être le mot de la fin, je dirais cette phrase d'Alan Kardec qui est l'épitaphe sur sa tombe, naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi. Eh ouais, eh ouais. Voilà. Ah, mais du coup, ça m'inspire parce que il y a vraiment cette idée de naître une première fois dans les bras de papa et maman, hein. Et puis on a aussi la possibilité de naître une deuxième fois, cette fois-ci dans les bras de la vie, hein, dans les bras du divin, je dirais. Ça, c'est ce qu'on Et appelle que, la deuxième naissance, c'est-à-dire la naissance spirituelle voilà, à voilà. qui nous sommes vraiment. Voilà, et en ce sens, l'astrologie nous mène vers la connaissance de soi, qui nous amène vers cette deuxième naissance que vous citez très justement. Mais l'astrologie sidérale, je tiens à le Ah préciser. oui, ah ben là, de toute façon, je pense que c'était assez clair. Merci Partage de beaucoup. Ouais. C'est moi, merci. Et merci pour votre écoute et à très bientôt parce que les émissions sur l'astrologie sidérale vont continuer. Je vais rester secrète sur les prochaines émissions, mais il y en aura d'autres. À très bientôt. Au revoir.